Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans notre rendez-vous de la semaine Info 7. Merci de vous savoir toujours fidèle à Congo Web Télévision pour ce rendez-vous qui décortique l'actualité de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus dans ce magazine le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et le progrès social, chargé des questions politiques et administratives du parti, Déo Bizibou, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue dans Info 7. Je vous remercie. Et bon dimanche. Bon dimanche aussi à vous. Merci et comment vous allez? Je tiens bon madame. Comment se porte le parti présidentiel? Le parti tient bon. Tous ses membres tiennent bon et nous sommes en train de nous préparer à aller aux élections. On venait de se faire enrôler, chacun, et donc en ce qui concerne nous les leaders, donc les meneurs, dans différents coins du pays. Moi je viens de Bukavu, je me suis fait enrôler, d'ailleurs vous avez couvert cette manifestation-là. Eh bien, les collègues aussi l'ont fait, donc dans divers milieux, donc à travers l'étendue du territoire, dans les provinces. Eh bien, nous sommes en train d'attendre, donc nous, on se prépare pour aller aux élections, madame. Pour aller aux élections prévues en 2023, donc dans quelques mois. Absolument. Qu'est-ce qui Le calendrier de la CENI est là, et donc là, ça n'appelle pas débat. Nous sommes en train d'aller aux élections. Et qu'est-ce qui se passe dans le Sud Kivu, au gouvernorat, et puis à l'Assemblée provinciale? Là-bas, je pense que vous êtes informé que le ministre de l'Intérieur, le VPM, venait d'appeler... Peter Kazadi. Oui, il vient d'appeler ici à Kinshasa les deux bureaux, parce qu'il y a deux bureaux qui sont mis en place. Il y a une contradiction entre les différents députés, voilà, députés provinciaux. Donc il vient d'être appelé ici à Kinshasa pour consultation. Et tout est parti depuis la réhabilitation du gouverneur. Exact. Non, non, ça part de très très loin. Parce oui, mais à un moment, il y avait un calme, mais quand le gouverneur venait d'être réhabilité avec l'avènement de Peter Kazadi, tout a explosé. Le gouverneur Ngouabidjané a sa 5e motion. Ça veut dire que ça a commencé depuis très très longtemps. C'est une saga. Et là, il faut faire la part des choses. Okay. Parce que l'État fonctionne à travers ses institutions. Nous sommes élus de paix, nous sommes un fait privé. Et ça veut dire, nous laissons l'État faire son travail et nous faisons le nôtre. Nous constatons que l'Assemblée, donc il y a eu cette crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial qui date depuis très très longtemps. Mais je pense que l'État fait son travail dans la mesure où on a appelé les deux bureaux et qui vont venir ici à Kinshasa. Je pense que l'État, le ministère de l'Intérieur, va consulter les uns et les autres. Mais c'est très important, le Sud Kivu, c'est une province... Si nous posons cette question parce que vous êtes quand même natif du coin et surtout que vous revenez fraîchement de cette partie de la République démocratique du Congo, nous avons quand même vu, vous avez consulté différentes couches de la population de cette partie de la RDC, alors que nous pouvons vous faire confiance pour expliquer à cette population qui se pose un peu tant de questions sur la situation dans cette partie de la RDC. Madame, il faut savoir qu'en politique rime avec sagesse. Regardez bien, la province Sud Kivu, c'est une province qui fait face au Rwanda qui nous agresse. C'est-à-dire, on doit aller avec beaucoup de pincettes, beaucoup de sagesse. Au nord Kivu, il y a déjà, on a des problèmes d'ordre sécuritaire là-bas. Le Rwanda est juste en face du Sud Kivu. Ça veut dire, on n'y va pas n'importe comment. Donc nous attendons. Beaucoup de sagesse, comme vous l'avez dit. Il faut beaucoup de sagesse, exactement. Dans l'entretemps, vous savez que il y a les anciens du régime de M. Kabangé qui sont aussi aux manœuvres. Donc il faut faire très attention. Et je pense que la sagesse du chef de l'État, la sagesse du ministre de l'Intérieur, et aussi la sagesse, parce que et les députés provinciaux et les gouverneurs, tous doivent savoir que d'ici là, on va aller aux élections. Leur réélection est conditionnée par le travail qu'ils ont fait. Et moi, je pense qu'ils ont l'obligation de se mettre d'accord, se mettre d'accord. Et surtout que nous sommes ensemble dans l'union sacrée pour que la crise puisse connaître vraiment un dénouement. Mais comment réagissez-vous à ce que certaines personnes disent ou estiment que le problème, c'est les gouverneurs? Est-ce que c'est la seule personne qui a les capacités à diriger? D'abord, notons que le Sud Kivu, c'est une province traditionnellement frondeuse. Depuis la CNS, je suis ancien président fédéral de l'UDPS au Sud Kivu. De 2007 à 2012, j'ai dirigé l'UDPS au Sud Kivu. Donc je sais ce que c'est. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas, ils ne suivent pas les dirigeants n'importe comment, que ce soit même chez les étudiants. Donc dans la mentalité du Sud Kivu, mentalité des habitants de ce coin, c'est comme ça. Ils sont d'ailleurs le 5e gouverneur. Maintenant là, c'est là le 5e.
Pendant que d'autres sont encore au 3e, au 2e, eux, ils sont déjà au 5e. 5e. Et quelle est la caractéristique du Sud Kivu? Aucun gouverneur n'est allé au bout du mandat depuis 2006. De Célestin Chibalonza à monsieur l'ancien ministre de l'Environnement, Nyamugabo, tous ne sont pas allés au bout du mandat. Et où se situent les problèmes? Voilà. Le problème, c'est que je vous ai dit que la province, elle est frondeuse. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais dans les congrès. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut une transparence exactement à un certain niveau élevé. Par exemple, moi je vous dis, j'étais président fédéral au Sud Kivu. Il n'avait jamais posé la question pendant de 2012 jusqu'à... et ça, ma recommandation. Que demande le peuple du Sud Kivu essentiellement? Je vous ai dit, j'étais président fédéral au Sud Kivu, dans le cadre de l'opposition. À l'époque, j'avais amené une transparence telle qu'on n'avait jamais parlé d'argent chez moi au Sud Kivu, et c'est stable. Et là, les gens sont très très exigeants. On a une société civile très très exigeante depuis la CNSA 1991. Vous savez pourquoi? La société civile. La société civile du Sud Kivu, c'est de là qu'est venu Pierre Lumbi. C'est là qu'est venu même Modeste Bahati Lukwebo. Le président du Sénat. Ça veut dire que ce sont des gens qui, depuis très longtemps, ils se caractérisent par la fronde. L'opposition, la fronde. Et moi, ma recommandation, c'est que les dirigeants du Sud Kivu doivent se caractériser par une transparence. Vous savez, je vous dis que... Pourquoi vous insistez sur la transparence? Est-ce qu'on peut dire que la situation actuelle, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence? Je dis, il faut que ça s'améliore. Il faut que ça s'améliore. Ça doit s'améliorer. En fait, quoi? Vous savez, quand vous avez... Que ce soit au niveau de l'État, et même au niveau provincial, c'est la même chose. Vous savez, je prends un exemple banal. On nous donne ici, nous sommes à 10, un sac de riz. Et on vous donne à vous de nous distribuer ce sac de riz. Même si vous donniez à tout le monde, plus que vous, madame, quand vous ramenez les sachets ici, nous allons présumer que vous avez laissé 2 gobelets, 3 gobelets dans un coin là-bas. Ah bon? Mais si c'est tellement transparent, il n'y a pas de problème, madame. Moi, là, vous avez tout dit. Je recommande davantage de transparence dans ces provinces-là, à tous les niveaux. L'Assemblée provinciale, et le gouvernorat. Voilà, et le gouvernorat, je pense que ça pourra améliorer. Et d'autres institutions de cette partie. S'il vous plaît, pas seulement là, à tous les niveaux. J'ai toujours été exigeant envers les politiques. Vous savez, parfois je dis, je parle au lieu de classe politique, parfois je parle de crasse politique. Et pourquoi vous parlez toujours de crasse politique? Écoute, madame, regardez, mettez-vous à la place de Dieu qui nous a tout donné. On a les lacs, on a même les minéraux qu'on n'a pas encore découverts. Le tableau de Mendeleïev, il est déjà dépassé par rapport au Congo aujourd'hui. Mais le Congo devrait se retrouver dans un niveau de développement très très avancé. Par rapport à d'autres pays qui n'ont pratiquement... Qui n'ont que les arachides, Sénégal. Mais nous en sommes encore là. Voilà pourquoi je dis, nous les Congolais, on doit avoir honte de mettre en avant nos diplômes. Et nous, politiques, on doit faire très attention. Parce que la première responsabilité, c'est à notre niveau. Voilà pourquoi je dis... Mais c'est vous qui avez détruit ce pays politique et puis les scientifiques aussi. C'est pourquoi, madame, je parle de crasse politique et non classe politique. Parce que si nous étions vraiment la classe, au vrai sens du terme, ça veut dire que c'est les meilleurs. La classe, c'est les bons résultats. La RDC devrait être à la hauteur de ses richesses. Heureusement que le chef est en train de fournir beaucoup d'efforts. On a détruit pendant beaucoup d'années. Il pousse, il pousse, il pousse. On a commencé à lever le rang avec Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on pourra atteindre donc les sommets grâce aux générations aussi qui vont venir. Voilà pourquoi j'insiste sur la formation dans les partis politiques qu'on forme l'élite politique qui soit à la hauteur exactement. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un débat. Projet Apikongo, le train est déjà en marche pour la construction de 400 maisons dans la nouvelle cité de la commune de Maluku. Son initiateur, le président Gabriel Chabani-Lissassi, a reçu dans son bureau de travail une délégation de chefs d'entreprise de construction. Leurs échanges ont tourné autour de la matérialisation de ces 400 maisons dans un bref délai. Dans son mot, les représentants du groupe Makinga, les révérends Tamboué, a révélé l'aspect technique adapté à ces projets. Nous avons pensé que nous pouvons apporter notre contribution pour ces projets avec nos technologies de briques compactées et en terre stabilisée. Ce sont des technologies qui réduisent très sensiblement
le coût de logements sociaux. Et je prendrai par exemple un logement qui peut être construit avec des matériaux modernes, traditionnels, autour de 30-40 000 $. Avec nos technologies, nous pouvons faire ça à la moitié. Prenons la parole, le gérant de l'entreprise BKB Construct, Jean-Pierre Tanganyika, a salué la particularité de ces projets, notamment dans son aspect intelligence artificielle. En tout cas, sincèrement, nous sommes fiers de participer à ces projets qui, en fait, apparemment, je ne parle pas par rapport à la construction, je parle par rapport à l'aspect intelligence des maisons qu'on n'a jamais vu ici. Mais aussi, comme le disait mon prédécesseur, c'est le côté social, résoudre tant soit peu les problèmes de la population à Kinshasa par rapport au problème de logement, de loyer, qui est vraiment un problème sérieux dans la ville. Ému de joie, le responsable de l'entreprise Getraco a pour sa part promis d'accompagner ces projets jusqu'à son aboutissement. Et pour nous, ça a été un plaisir d'abord d'être sélectionné et nous voulons donc accompagner et nous sommes contents d'être associés pour accompagner Happy Congo dans la réalisation de ces projets. Nous savons que la population tout entière attend comment dirais-je, d'être logés. Donc cette initiative est vraiment louable. Ici est de retenir que ces projets initiés par le patron de Congo Web Télévision, Gabriel Chabani, visent à aider la population. Il est connu de tous les Kinois que la garantie locative doit être de 3 mois pour les maisons résidentielles et de 6 mois les commerciales. C'est l'application de cette loi de l'hôtel de ville de Kinshasa qui fait défaut. Les Kinois sont d'accord sur la loi, mais l'hôtel de ville doit plutôt penser à la politique des logements sociaux. La loi est bonne, tout le monde est content de ça, mais c'est l'application qui pose problème. Étant donné que l'État n'a pas la politique des logements, on est obligé de supporter les caprices des bailleurs. Quand on vous dit, vous voulez me donner 3 mois, je refuse. Et vous n'avez pas de choix, vous êtes obligé de donner, parce que si vous ratez, vous n'avez plus rien à faire. C'est ça le grand problème. Si l'État au moins avait ces maisons à lui, ça allait être facile parce que l'État allait imposer les lois et il a ces maisons et il allait appliquer ça facilement. Ça, ce sont des privés qui ont eu à construire leurs maisons et qui ont eu déjà à consommer des garanties au-delà de 3 mois. Il serait d'emblée difficile à ce que subitement et que ces gens-là n'ont pas de job. Et leurs maisons, c'est ce qui leur sert au moins de rente pour qu'ils puissent nourrir au moins leur petite famille. C'est un problème de responsabilité de notre gouvernement. Parce que la loi est là, mais malheureusement, le bailleur ne respecte pas la loi. Cet autre Kinois pense que le suivi de cette loi fait défaut pour son application. L'hôtel de ville a parlé, mais dans la pratique, quelles mesures de suivi l'hôtel de ville a mis sur place pour vérifier si les bailleurs vont respecter ou respectent les clauses de cette loi-là? Tant qu'il n'a pas mis des mécanismes en place pour que les bailleurs et les locataires respectent cette loi, elle ne sera pas respectée. Signalons par ailleurs que l'article 39 de la Constitution prévoit 3 mois de servitude pénale principale hors la loi, c'est-à-dire percevoir plus de 3 mois de garantie locative selon les cas. Il était présent à ces rendez-vous ce mardi 11 avril en la salle Virunga du bâtiment de la territoriale où les ministres des Transports et Voies des Communications Marqué Kilak accompagnaient une équipe d'experts tenaient à lui présenter un plan de déplacement urbain pour désengorger la ville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kankonde, a eu droit à cet effet aux explications relatives à la mise en œuvre du dit projet, un début de recherche des solutions à la problématique d'embouteillage dans la capitale, rassure le patron de la territoriale, qui n'a pas manqué de promettre son accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité. Oui, je suis content de l'initiative menée par mon collègue des Transports et Voies de Communication. Je pense que nous devons commencer par quelque part. Comme annoncé, il y aura des artères qui seront à des heures fixes utilisées comme sens unique et à d'autres heures comme le sens inverse. Donc, je pense que c'est un début de recherche de solutions au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai apprécié les projets tels que présentés.
Je promets mon accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité dans les pays, parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes, tendent toujours à violer ce qui est réglementation. Avec les concours de notre police, les concours de tous les Congolais, nous allons essayer d'appliquer ces plans et les faire respecter rigoureusement pour que nous puissions juguler dans la mesure du possible les embouteillages qui polluent notre vie à tous. Il y a lieu de rappeler qu'à plusieurs fois, dans les différentes réunions du Conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi n'a cessé d'instruire le gouvernement de mettre en place des stratégies efficaces pour résoudre le problème d'embouteillage qui bat son plein dans la capitale. Bien avant de quitter son cabinet, Maître Peter Kazadi a été agréablement surpris par un groupe de combattants. Mieux, les militants de son parti UDPS qui lui ont offert un portrait à son image, une façon de l'encourager à aller de l'avant dans sa détermination de lutter contre l'insécurité et rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Garantie locative, 3 mois pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les maisons commerciales de Obizibou. C'est vraiment difficile de respecter cette loi dans la capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi vous-même la population congolaise qui a confirmé que c'est vraiment difficile. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une situation qui a été laissée par l'ancien régime, le régime de Joseph Kabila Kabongé. 4 ans après, avec Félix Tshisekedi, toujours difficile que cela soit appliqué. Pas l'ancien régime, les anciens régimes. Les anciens, merci beaucoup, régimes. Les anciens régimes. Parce que nous, quand nous grandissions, d'ailleurs, vous voyez, nous avons vu les maisons de logements sociaux, les maisons qu'on appelait les maisons ONEL, qu'on appelait les maisons HLM. Il y en a à Lemba, voilà, il y en a, il y avait à l'époque l'ONEL, l'Office national des logements, qui a existé dans le temps, qui n'a plus jamais existé, depuis très très longtemps. Voyez-vous, c'est le fait que l'État disposait des logements sociaux, ça permettait en ce moment d'équilibrer la loi de l'offre et de la demande. Mais on dirait qu'on n'a que des logements qui ont été laissés par les Belges. Exactement. Bon, alors maintenant, qu'à cela ne tienne, lorsque on est à la tête, quand on prend le pouvoir, on hérite les passifs et l'actif des anciens régimes. Ça veut dire que voilà pourquoi effectivement il y a eu l'idée des logements sociaux qui ont été lancés aussitôt les chefs de l'État étaient entrés en fonction. Mais quel est le problème exact? Moi, je voudrais commencer par les obligations. Les obligations d'abord, madame. Allez-y. J'estime que la loi ne doit pas se négocier dans ce pays. Non. On est tellement habitués à... On a plusieurs lois qui se négocient, on a l'impression. Mais je dis, c'est ce qui ne doit pas être. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut que nos ministres imposent la loi. Prenons un exemple. Il est établi que quelqu'un a une maison et qui transgresse la loi. Et si on venait le prendre, les amendes sont payées. Il ne fera plus. Son voisin ne fera plus. Non plus. Voilà pourquoi j'ai toujours été partisan de la méthode forte dans l'exécution de la loi. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse le faire? Exact. On a vu quand même par les passés, les gens avaient peur de faire ça. Je ne veux parce que l'État était là, mais on a l'impression qu'à l'heure actuelle, l'État est presque absent. Madame, je ne voudrais pas revenir sur la notion de négocier la passe que j'aime chaque fois utiliser, parce que l'UDPS, nous négocions encore la passe. Ah, vous négociez? Exactement. Regardez, pourquoi nous n'arrivons pas à exécuter le peuple d'abord à 100%? C'est parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Et le chef de l'État en tient. L'UDP n'a que 32 députés, vous savez. Ça veut dire quoi? Nous sommes avec les mêmes personnes, nous avons avec les mêmes... C'est une réalité que la population doit comprendre et connaître. Que nous, comme UDPS, mais nous sommes avec qui? C'est une réalité. Avec les mêmes personnes qui à un certain niveau ont fragilisé l'État. Ils ont accepté de venir vers vous dans l'Union sacrée de la nation. Mais les conséquences... Tous, ils ne cessent de chanter qu'ils sont en train de travailler dans la vision du président de la République. Le temps que les mentalités changent, les mentalités ancrées dans les gens depuis 30 ans, 40 ans, ça ne change pas d'une année, madame. Ça prend du temps. Mais ils travaillent déjà dans la vision du président de la République, non? Mais je constate qu'ils travaillent, mais l'État en a encore. C'est pourquoi il y a certains qui vont même en prison. Ils vont en prison. Quelques jours après. Et d'autres iront encore en prison.
Au moins, madame, j'insiste en disant, on n'avait jamais vu les gens là aller en prison. Ah, c'est un spectacle hein, que vous offrez seulement à la population congolaise. Madame, vous pensez qu'en allant en prison... Et on a même un slogan qu'on utilise maintenant, hein, quand vous êtes à travers les réseaux sociaux par-ci, par-là, on parle maintenant du tombeau qui est vide. Parce qu'on sait qu'on entre lundi, vendredi, on va ressortir, soit on est malade et on a une liberté provisoire. Madame, je pose la question. Ils n'allaient pas en prison, c'était des hommes forts, inamovibles, irréprochables. Maintenant, ils vont en prison. Un autre système, ils vont en prison pour sortir. N'est-ce pas une évolution, d'abord? N'est-ce pas une évolution? Une évolution, on doit voir si c'est l'argent de l'État remis dans les caisses de l'État. Vous n'avez pas vu l'argent volé à l'État, rentrer dans les caisses de l'État. Dans les dossiers 100 jours. Vous avez le DG de, je pense, la banque ici. Robank, je pense. Dans ces dossiers là-bas, l'argent rentré dans la caisse de l'État. On n'avait plus jamais vu ça. Ça veut dire, on ne peut pas tout avoir du coup, madame. Du coup, non. Avec ces pesanteurs-là, non. Le chef de l'État a ouvert les ventes. On a les lois qui ne sont la pas justice respectées. Maintenant, Garantie 3 mois pour les maisons résidentielles, 6 mois pour les maisons commerciales. L'avion, même quand il décolle, il n'atteint pas la vitesse de croisière du coup. Mais vous étiez... Il a décollé. Quand Kabila était là, c'était difficile pour vous de comprendre des choses comme ça. Mais vous voulez vous trouver des excuses auprès de la population. Il n'y a pas d'excuses. Mais oui, parce que les lois sont là. Madame. Nous sommes dans la continuité de la chose, de la gestion. Pourquoi j'en parle exactement? Pourquoi les gens vont en prison, même si vous dites qu'ils ils en sortent? Pourquoi? C'est parce qu'on commence à appliquer la loi. C'est ça la réalité. Mais j'insiste en disant que nous n'avons pas encore atteint le 100% de nos objectifs. Non. Il faudra qu'ils aillent. Ils entrent en prison, ils demeurent pendant longtemps, le plus longtemps possible. Et je pense que plus on va évoluer, je pense qu'on va atteindre cette étape-là. Aujourd'hui, vous l'avez quand même déjà suivi, des gens qui disent que avant Kabila égale après Kabila. Comment, à moins qu'on soit sur une... Surtout quand on prend cette histoire, garantie locative. À moins qu'on soit sur une autre planète. Madame, ils ont tort. Il y a des gens dans ce pays que l'ancien régime avait ravi, dont l'ancien régime avait ravi maison et consorts, je ne cite pas des cas, ils ont retrouvé leur maison. Ils ont retrouvé, mais d'autres aujourd'hui se disent être victimes de ce régime. J'arrive. Tout celui qui est victime, qui se déclare victime, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a plus d'intouchables dans ce pays. Vous avez vu des conseils de la présidence qui sont allés en prison. Vous avez des ADG et consorts. Pas plus longtemps, la SNEL, on descend. Voilà. Le chef de l'État a ouvert les ventes pour que chaque institution joue sa partition. Et voilà. Donc, si quelqu'un se sent lésé, il saisit les coups de tête. Non, madame. Nous constatons quelque chose. Les projets, généralement, là, ce sont des observateurs qui ont fait des constats. Les projets initiés par des Congolais sont difficilement appuyés par les gouvernements congolais. Mais quand ce sont des expatriés qui viennent d'ailleurs, on voit facilement le gouvernement accompagné. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il est question d'abord à moins qu'il y ait un cas concret dont vous me parlez, mais à ma conscience, le gouvernement accompagne tous les projets. Tous les projets. Bien entendu. Vous faites semblant? Vous ne le savez pas que c'est plus les expatriés qui sont valorisés, qui ont plus du prix que le Congolais eux-mêmes? S'il vous plaît, nous sommes dans un processus où le changement escompté doit être atteint. On ne peut pas atteindre le pic du coup. On y va progressivement, les choses sont en train de changer, madame. Vous avez suivi construction de maisons intelligentes avec le PDG Gabriel Chabani. Comment est-ce que vous trouvez cette idée? C'est une bonne initiative. Elle est encouragée. Elle est encouragée. Je pense que ça pourra aider dans la mesure où nous parlions de garanties locatives et consorts. Ouais. Mais le plus important, c'est que le travail doit être davantage orienté vers la création de la classe moyenne. Ça veut dire. Exactement. C'est quand on épargne. C'est quand on épargne qu'on est en mesure d'acquérir. Et c'est comme ça que les efforts qui sont en cours, de pouvoir mettre fin au coulage des recettes de l'État, et que les budgets soient en train de monter, qu'on soit en train de réduire, enfin, pas réduire, mais supprimer les agents de l'État fictifs, les anciens fictifs. Toutes ces réserves-là qu'on va constituer, avec le temps, je pense que ça permettra à ce que le Congolais se retrouve dans ce qu'on appelle la classe moyenne. Mais ce sont aussi les genres de projets que le gouvernement devrait quand même soutenir. On parle des maisons intelligentes. Madame, vous savez, comme j'aime vous dire, tous les voyants dans tous les secteurs étaient au rouge lorsque le chef d'État accède au pouvoir. Tous les voyants étaient au rouge. Entre-temps, il y a même des imprévus qui sont arrivés. On n'avait pas prévu qu'on serait en guerre. Par exemple,
Nous avons aujourd'hui à peu près... La Covid-19 aussi. Oui, Covid-19, on n'avait pas prévu ça. Nous avons aujourd'hui à peu près 3 frontières douanières qui ne sont plus contrôlées par l'État. Tout ça, ce sont des recettes qui ont fui l'État. On n'a pas prévu tout ça, mais je pense que plus on va rendre l'État très fort, qui rentre dans ses prérogatives, plus l'État prendra aussi ses responsabilités davantage. Aujourd'hui, il y a 2 voix qui s'élèvent pour dénoncer le fait que les expatriés commencent à exercer, je voulais bien dire, même les petits travaux réservés aux nationaux. Madame, à ce niveau ici, je pense que, comme je disais, chacun, d'abord, je vous ai parlé, j'ai déjà eu à insister sur la liberté d'expression dans ce pays, la liberté de manifestation dans ce pays. Ça veut dire, tout Congolais qui sent qu'il est lésé a les droits. N'oublions pas que la Constitution a prévu que chaque Congolais est libre d'adresser une pétition, collectivement ou individuellement à l'autorité. Donc, moi, oui, c'est bien, mais l'issue. J'arrive, madame. Ça veut dire que de ce côté-là, il ne se pose aucun problème. Entre-temps, je constate que l'institution, par exemple, qui a l'obligation de contrôler nos ministres, le Parlement, il fait son travail. Je pense qu'il a lieu que les parlementaires et les élèves se saisissent du dossier et pour voir comment ça peut changer rapidement. Et je disais, madame, je disais il n'y a pas longtemps que l'application de la loi ne doit pas se négocier. Voilà. Embouteillage de la capitale de la République démocratique du Congo, un projet a été présenté, c'était en présence du VPM de l'Intérieur, vous l'aviez suivi. Mais là où les Congolais un peu émettent beaucoup d'inquiétude, parce que ce n'est pas le premier projet, hein, celui qui est parti, Chéribert Okende, qui était ministre, a laissé autant de projets pour lutter notamment contre les embouteillages. Aujourd'hui, on a l'impression que quand un nouveau ministre arrive, une nouvelle autorité arrive, au lieu d'être dans la continuité de la chose publique, c'est comme si on mettait des côtés ce que l'autre a fait parce qu'il était peut-être, surtout s'il est d'un camp adverse. Madame, je voudrais aller au-delà de ça, parce qu'on parle d'embouteillage. Ouais. Je fais une observation. D'où viennent que lorsqu'il y a une autorité qui vient de l'étranger, qui arrive, il suffit la circulation est fluide. La circulation, elle est fluide. Quand il y a les Banamoura en route. Je constate qu'elle est fluide. Est-ce que nous avons moins de population ce jour-là dans la ville de Kinshasa? Je pense non. Les mêmes millions de Kinois sont dans la ville ici. Seulement en ce moment-là, les gens se disciplinent. Dès qu'on a 2 Banamoura seulement au rond-point du Tambo là-bas, les gens circulent. Mais aussi, est-ce que vous savez aussi que nos agents de la brigade routière aussi, faites un exemple là où il n'y a que les robots intelligents. Seulement lui. Vous allez voir que pendant un long moment, il n'y aura pas d'embouteillage. Par contre, lorsque maintenant, il y a les hommes, les humains que nous sommes, brigade routière, ils sont là. Est-ce que vous savez qu'ils saluent les gens? La salutation là pour chef, tout le monde. À tout le monde, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être en contact avec les gens. Ce sont ces intérêts-là. Voilà pourquoi il faut envisager des changements à quel niveau d'abord. Comme je disais, on ne doit pas négocier la loi. Non. La police, l'armée, ce sont des corps où doit régner la discipline. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein, madame, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Moi, je considère que, j'insiste à ce niveau-là, le changement de mentalité de l'homme congolais. Mais on a une structure, qui est en charge le changement de mentalité. Il faut forcer l'homme. On se pose la question, c'est qu'elle fait cette structure-là? Elle fait son travail. Mais comme je vous ai dit... Le travail est où? On ne le voit pas. Des terres qu'on a accumulées pendant des décennies et des décennies. Voilà. Maintenant, là, le chef d'État vient de procéder au changement des commandants de l'armée. On vient d'y arriver. Et le général qui était ici et qui gérait la ville-province de Kinshasa, bon, a été remplacé par un autre. Et ainsi de suite. On va voir ce que ça pourra donner. Mais je vais dans le fond du problème. Et madame, le fond du problème, c'est lequel? Il faut être à mesure d'amener la sanction sur l'homme en lui privant le prétexte qui l'amène à faire ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Le mal, c'est le mal, il doit être reprimé. C'est ce qu'on appelle Mbote Alikasu. N'est-ce pas? Vous savez, il m'est arrivé quelquefois, je suis dans mon Ketch. On arrête tout le temps. Quand on arrête, on s'aperçoit qui est dedans. Ah, les Andéyo. Ah, quand je suis en Jeep, on n'arrête pas. Finalement, je me dis, mais c'est la même personne.
Donc ce n'est plus moi qu'on salue, mais c'est plutôt la Jeep. Ouais. Et voilà, madame. Donc, pour dire que nous avons dans notre culture ici des choses qui ne... Il y a des choses qui sont qui sont déjà dans nos policiers ici. Ils ont besoin d'être en contact avec les chauffeurs pour avoir ce qu'on appelle Botalikasu. J'étais à ce niveau-là pour dire quoi? Maintenant, les efforts sont en cours pour élever de plus en plus le niveau de leur rémunération. Vous savez, on a trouvé beaucoup de policiers qui n'étaient pas identifiés, qui n'étaient pas payés, comme dans les enseignants aussi. Le système était tellement... on ne maîtrisait rien. Mais est-ce aussi une raison si on n'est pas payé pour s'adonner aux antivaleurs? Ce n'est pas une raison, madame. Je dis que la loi, c'est la loi. Il faut les mettre en application. La discipline dans l'armée, dans la police, elle ne doit pas se négocier. Dans l'entretemps, je constate qu'on réussira davantage lorsqu'on va atteindre le niveau où il y a adéquation entre cette répression. Parce que, n'oublions pas, la bonne dictature, c'est celle des lois. Quand on dit état de droit, on ne doit pas oublier. C'est aussi une forme de dictature, mais là, c'est la loi qu'on impose. On aussi qu'il y a des carrefours où il y a autant de PCR que même la population a peur d'emprunter ces routes-là. Je venais d'aborder cette question-là, mais j'insiste, il faut qu'il y ait adéquation. Moi, je prône la fermeté, que l'État s'impose, réprime sévèrement. Dans l'entretemps, plus le gouvernement va faire des efforts pour élever aussi les niveaux et des rémunérations de ces agents PCR et consorts, et pas seulement eux. Les enseignants et consorts, et j'ai dit maman que tous les voyants étaient rouges, tout était... On dit toujours que la parole du chef est comme un oui, amen, hein, on l'a toujours dit, mais le président de la République, lors de plusieurs conseils de ministres, n'a cessé d'interpeller les autorités, surtout à respecter le code de la route. Mais malgré l'interpellation du président de la République, nous constatons que dans les embouteillages, ils sont toujours les premiers à prendre le sens unique. Madame, je vous ai parlé de la répression des mauvais comportements. D'abord, les autorités qui doivent prêcher par l'exemple. Madame, est-ce pour dire que je vous ai déjà dit, madame, du président, les instructions je vous ai déjà dit que jadis, on ne voyait pas les ministres dire quelque chose de l'État en prison. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. J'insiste en disant, plus les pesanteurs seront de moins en moins vis-à-vis de nos UDPS, plus vous verrez cette rigueur-là. Le changement qu'on appelait radical. Nous le voulons dans ce pays. Donc plus les pesanteurs vont diminuer, plus on va le sentir. Et moi je vous dis, on ne négocie pas la loi. Il faut l'appliquer dans sa rigueur. Madame, messieurs, affaire au sein de la Sonahydraulique, nous allons parler dans ce deuxième, bien sûr, dossier de notre rendez-vous de la semaine Info 7. Je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que mon initiative parlementaire a été acceptée par l'Assemblée plénière dans une séance à huis clos. Et dès cet instant-là, c'était devenu une initiative de la représentation nationale. Nous avons soulevé ici, dans notre interpellation adressée au directeur général de la SNEL, les questions importantes que soulève le peuple congolais dans la cité. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait que nous appelions celui qui gère l'électricité dans notre pays pour qu'il vienne rencontrer les préoccupations du peuple ici devant la représentation nationale. Et quand nous avons fait la synthèse de notre texte, vous étiez peut-être en ce moment-là, vous n'étiez pas encore là parce que c'était à huis clos, mais lorsque j'ai présenté l'économie de mon texte, vous avez trouvé que j'ai ramassé toutes les préoccupations du peuple congolais que je présentais et il revenait au directeur général de la SNEL SA de rencontrer ses préoccupations. Ce n'étaient pas mes préoccupations, mais c'était les questions du peuple congolais adressées à celui qui gère la SNEL. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, c'est ça même la beauté de la démocratie, nous avons fait les débats. Il faut noter que c'est une première parce que je crois, à mon avis, sans crainte d'être contredit, que depuis que les législatures existent, il n'y a jamais eu une interpellation qui ait fait objet de 4 plénières successives. Nous avons commencé avec mon interpellation le mercredi de la semaine passée. Nous l'avons poursuivi le vendredi. Nous y sommes revenus le lundi. Et aujourd'hui, nous avons fini. Ça devait terminer avec les réponses
de monsieur le directeur, puis la conclusion de l'interpellateur que je suis. C'est ce que nous venons de faire. Et j'ai ramassé, vous-même vous avez vu, de 78 intervenants. J'ai noté toutes les interventions des collègues. Et il s'est dégagé que dans l'ensemble, il y avait insatisfaction dans la desserte en électricité, non seulement dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de notre pays, mais également sur l'ensemble de la République. Voilà ce qui a animé les honorables députés à ce qu'on puisse suivre la voix du peuple, celle de faire partir le directeur général de la SNEL. Le ministre de la Communication et Médias excelle de plus en plus dans cet exercice de redevabilité. Patrick Mouyaya invite ce jour son collègue du numérique pour parler des grandes lignes du code du numérique. Une réforme dont les activités à réguler sont précises. Que la loi s'applique uniquement aux activités et services numériques qui sont ici définis par la loi comme étant les activités qui permettent, n'est-ce pas, à l'utilisateur ou au consommateur de créer, de traiter, de stocker, de diffuser la data au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique. Dans ce code du numérique, les activités des médias, celles des télécommunications et de la défense nationale sont écartées. Dans le cadre de cette loi, tout ce qui est activité relevant des télécoms ne font pas partie de cette nouvelle réglementation. De même, les activités qui sont exercées pour le besoin de la sécurité publique et de la défense nationale. Il y a également des activités qui relèvent du secteur de l'audiovisuel. Vous n'allez pas chercher dans les codes du numérique, mais plutôt dans la loi, n'est-ce pas, qui régit les secteurs de l'audiovisuel. C'est là que vous allez trouver toutes les règles en rapport avec cette question-là. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, parle d'une innovation voulue par le président de la République. Il y a les médias, il y a, je ne sais pas, le commerce électronique, mais le numérique, je ne dirais pas que c'est un peu comme la communication, mais c'est un secteur transversal qui s'occupe de tous les domaines. Si vous allez dans les mines, si vous allez dans les infrastructures, si vous allez partout, tout passe par là, numérique, digitalisation et tout ça. Et donc nous sommes engagés dans un processus qui requiert, comme il est dit, d'importants investissements. Et je pense que le président de la République lui-même disait qu'il faut faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. À travers ce code, il y aura une réorganisation du travail gouvernemental qui devra suivre avec la signature électronique. Crise au sein de la Sonaïdrogue, le DG Marcelin Bilomba ne peut plus engager cette entreprise. Plusieurs grèves sont retenues contre l'ancien conseiller économique du chef de l'État. Les conseils d'administration de la Sonaïdrogue lui reprochent entre autres l'opacité dans la gestion, des engagements financiers au-delà des limites de la direction générale et des attitudes irrespectueuses et infamantes à l'endroit du conseil d'administration. À cet effet, le conseil a chargé la directrice adjointe Arlette Bahati d'assurer l'intérim. Par ailleurs, selon les DG Bilomba, cette affaire ne relève pas d'une insoumission de sa part. Les PCA et BOMA et les membres du conseil d'administration auraient d'après lui décidé, lors d'une assemblée générale, d'augmenter leur rémunération de 600%, soit de 6 900 à 33 500 $ américains, une décision qu'il aurait rejetée, soutenue par l'inspection générale des finances, étant donné que rien n'a été accordé aux agents de la Sonaïdrogue. C'est ces désaccords qui seraient à la base des tensions au sein de cette entreprise. Cette situation met en difficulté les DG Marcelin Bilomba qui serait opposé au pillage des ressources de la Sonaïdrogue. Pour rappel, Marcelin Bilomba est un ancien conseiller du président Félix Tshisekedi au Collège économique. Il a été nommé DG de la Société nationale des hydrocarbures du Congo en novembre 2022. 4 ans après l'accession de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la magistrature suprême, la situation qui concerne l'électricité reste toujours la même. Alors, la représentation nationale a décidé de faire partir le directeur général de la SNEL, Deo Bizibou. Comment est-ce que nous pouvons régler enfin ce problème-là?
avec la SNEL qui inquiète au plus haut point la population congolaise? Madame, il n'y a pas longtemps, je vous disais qu'il fallait que chacun joue sa partition. Je vous disais que, en ce que vous parliez en ce moment-là des étrangers qui font les petits commerces, et est-ce qu'il y a une violation de la loi? Et je disais effectivement que le rôle du Parlement est de surveiller comment les lois sont exécutées. Et voilà qu'il y a le DG de la SNEL qui a été interpellé. Fabrice Lucinde. Et dont on demande le départ. Voilà, autant d'avancées dans ce régime depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir. On n'avait pas encore vu ça dans le passé. Avant lui, je pense qu'il y a un ministre qui a été déchu à l'Assemblée nationale. On n'avait jamais vu ça. De plus en plus, les gens se sentent libres, les responsables se sentent libres de faire leur travail. Et les députés nationaux et provinciaux traduisent les désirata de la population. Qu'ils constatent que depuis que les courants, que les populations ne sont pas desservies en électricité. Mais ils payent les factures. Qu'on demande les comptes. La population paye les factures. Exactement. Moi, j'encourage de tels actes qu'effectivement, vous savez, lorsque 1, 2, 3 vont tomber comme ça, eh bien, dès qu'il y a un qui tombe, ça attire l'attention des autres. Vous pensez que ça interpelle les autres? Absolument. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas longtemps qu'ils ont été nommés. Il n'y a pas longtemps. Qui voudrait être nommé pour ne gérer que pendant seulement 2 ou 3 mois? Il voudrait y faire 5 ans, chacun. Donc, le fait qu'on l'interpelle, qu'il donne des explications et qu'il ne convainque pas, et que l'Assemblée décide de le déchoir, c'est ça effectivement, comme disait le député national, la beauté de la démocratie. C'est-à-dire, dès que vous êtes... Vous savez, madame, quand vous êtes chez vous, avec vos enfants et votre mari, on ne viendra jamais poser une question. Mais quand vous commencez à vous occuper des biens publics, les biens du parti politique, les biens de l'État, vous avez des comptes à rendre. Je pense que j'ai dû insister en disant, messieurs, madame, dès que vous entrez en fonction, sachez que ce fauteuil, ce bureau, vous n'êtes pas le tout premier à l'occuper. Beaucoup l'ont occupé avant vous. Et dès que vous entrez en fonction, j'aime dire, préparez aussi à part. Voilà pourquoi moi, que ce soit à l'UDPS, que ce soit à la présidence de la République, vous ne trouverez jamais un document privé de moi là-bas. Jamais. Ça ne reste pas pourquoi. Parce que je sais que je peux quitter. On veut dire préparer. Je peux quitter et ne pas y revenir demain. Voilà pourquoi. Quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas faire mes reprises, il ne veut pas céder, c'est qu'il y a un problème. Donc le temps de pouvoir ranger certaines choses, non. Vous êtes gestionné la chose publique, il faut être prêt à partir en tout moment. À tout moment. Et je dis ça même vous savez, je parlais de l'État et des institutions, même nos partis politiques. Les cotisations de membres, tout ça, ça ne nous appartient pas. Ça veut dire, voilà pourquoi je vous dis, madame, moi à l'UDPS et à la présidence de la République, vous ne trouverez jamais, même un papier privé de moi qui reste là-bas. Dès que je sors, je pars, je sais que je peux ne pas rentrer demain. Ah bon? Et voilà. Je suis prévenu. J'ai prévenu tout le monde. Mais pourquoi la RDC? Nous avons quand même beaucoup de potentiel dans ce secteur-là. On arrive même à servir d'autres pays. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qui nous manque pour arriver à avoir un courant permanent? Qu'est-ce qui manque au pays? Vous me ramenez encore à la notion des classes politiques. Exactement. Ce sont les hommes qui manquent. Vous savez, les mêmes courants quittent le Congo et bien gérés. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de relever ces défis-là. Mais la personne qui est partie a été nommée dernièrement par Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a un mauvais casting que le chef de l'État ne cesse de faire? Madame, j'insiste en disant que ce pays est pourri depuis des décennies et des décennies. Mais oui, on ne relève pas du coup. Mais la personne qui est partie dernièrement, c'est Félix Tshisekedi, non? Qui l'a amené là-bas. S'il vous plaît, j'aime vous dire chaque fois, madame, que à l'église catholique, protestant et consorts, où tous disent au nom de Jésus-Christ, ou bien au nom de Mahomet, tous n'iront pas au ciel. Il y a aussi des bons et des mauvais. Puis j'allais même jusqu'à aller très loin en vous disant que le péché n'a pas commencé ici, sur la terre. Ah non, madame. Quand vous lisez bien la Bible, c'est Satan qui était l'ange de lumière au ciel. Ça veut dire quoi? Félix ne cesse de se tromper. Non, c'est-à-dire qu'il met en place des hommes et qu'ils sont présentés. Heureusement que, comme il a libéré les vannes des institutions, la justice fait son travail, le Parlement fait son travail. Plus on va évoluer comme ça, plus on va assainir la classe politique. J'ai toujours insisté en disant, vous savez, les jours où on se rendra compte que ce n'est plus en politique, il faut venir trouver les solutions aux problèmes, ou il faut être en politique par vocation, non par opportuniste. Et
non par opportunisme. La plupart des fois, moi, je me dis, vous allez constater qu'on y est dans plusieurs... Et même pas seulement politique, c'est par opportunisme. Il faut qu'on fasse la politique par vocation et non par... Donc, j'insiste en disant, plus on va déchoir, plus le Parlement va faire son travail, plus le gouvernement va sanctionner, plus on va avoir des sanctions, plus les gens seront avertis. J'insiste en disant, la crainte de Dieu, comme on dit, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Dieu sanctionnait directement dans l'ancien temps. Ce n'est plus comme aujourd'hui où les gens peuvent aller, ok, tout est là, et s'il il faut sanctionner sévèrement. Avant de prendre un autre sujet, le sujet de cette affaire au sein de la Sonaïdroc, d'abord cette proposition de loi qui a été déposée au Parlement, qui a fait parler plusieurs personnes, une proposition de loi pour donc, la protection des animaux de compagnie. Donc l'auteur de cette loi, le député Boris, affirme que les chiens et les chats sont en disparition. Ce sont des espèces qui sont en train de disparaître. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Je constate qu'il va de la liberté d'expression, l'usage de ce droit tout à fait constitutionnel, mais il faut maintenant chercher à comprendre dans quel contexte on se trouve. Vous savez, comme je vous disais, ce pays vient de très loin. C'est d'abord l'homme qui doit être au centre de tout. La question... Est-ce que nous, là c'est mon point de vue individuel, est-ce que nous nous sommes suffisamment occupés des hommes? C'est comme par moment je me pose la question. On parle de droits des uns et des autres. Mais vous savez que lorsque je réfléchis, bref, je reviens en disant, le député il est libre de proposer. Mais est-ce que ces deux espèces sont en voie de disparition en RDC? Je n'ai pas les statistiques, en tout cas en ce qui me concerne, je ne dirais pas, je ne mentirais pas, je n'ai pas les statistiques. Mais là où je voudrais insister, c'est que les lois doivent se conformer aux us et coutumes, aussi à la culture. Chaque peuple a sa culture, ça veut dire que c'est comme quand on parle de polygamie chez les musulmans, polygamie ici chez nous. Donc, certaines cultures, ça passe. Mais j'ai dit, nous sommes dans des cultures différentes, dans des contextes différents. Par exemple, il y a des endroits où vous allez dire, oh, le chat, ah, mais il est bouffé. Ouais. Le chien, il est bouffé. Chaque peuple a sa culture. Donc moi, je voudrais qu'il y ait un débat à ce sujet-là au Parlement. Nous, UDP, on s'est battu pendant 37 ans pour la démocratie dans ce pays. Et quand il y a un débat à l'Assemblée nationale, je constate que nous avons gagné et qu'on puisse évoluer davantage. Le PCA et les administrateurs de la Sonaïdroc ont voulu augmenter leur rémunération de 6 900 $ américains à 33 500 $, ce dont le directeur général de cette société, l'IGF, s'oppose car rien n'a été accordé aux agents. Et aujourd'hui, Marcelin Bilumba est en train de payer cher. C'est ça aussi. Ici, je vous parle de le départ, c'est le respect des textes. Le débat au sein du conseil d'administration, il est interne. Il n'est pas externe. Ils débattent. Lorsqu'ils ont délibéré, ils envoient, c'est le DG qui est le chef qui est censé traduire, d'exécuter les décisions du conseil d'administration, qui doit être aussi conforme aux lois du pays. Lorsqu'on ne s'entend pas, retenons d'abord que tous sont nommés par ordonnance présidentielle du chef de l'État. Ouais. En droit, on appelle ça, si je ne me trompe pas, parallélisme des formes. Ne révoque que celui qui a nommé. Vous n'allez pas révoquer quelqu'un que vous n'avez jamais nommé. Que ce soit Marcelin Bilumba, que ce soit Aboulavi, que ce soit tous les membres du conseil, ils ont été nommés par ordonnance présidentielle. Comment ça fonctionne? Donc, ils n'ont pas le pouvoir de déchoir le DG. Qu'est-ce qu'il ferait? Mais d'abord, c'est qu'il est en train de défendre. Vous quittez de 6 900 à 33 500 $, madame, alors que le cas des autres agents n'ont rien. Madame, ça, c'est ce que Marcelin Bilumba... Dans le reportage, on en a parlé au conditionnel. Il y aurait. Moi, je parle du droit, comment ça se fait. Ouais. En cas de malentendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le membre du conseil d'administration pose le problème au ministère de tutelle. Et le ministère de tutelle peut suspendre. C'est le ministre de tutelle qui peut suspendre. Il va faire rapport au Premier ministre. Le Premier ministre fait rapport au chef de l'État. Le chef de l'État, il peut révoquer. Mais là, on a d'abord suspendu et l'intérim est accordé à Arlette Bahati. S'il vous plaît,
la loi est due, je le disais, qu'on ne doit pas négocier la loi. Sonatrach est régi par des textes. Ce sont des textes qu'il faut... Ces cas risquent d'être apparentés à ce qui se passe à l'INPP, où on a vu les conseils d'administration se réunir et dire voilà, on réduit les attributions. Pendant que les textes sont clairs, les textes donnent les attributions, définissent les attributions du DG. Et pour le DGA, on se contente de dire qu'il remplace, il représente le DG en cas d'absence et consort, mais on a voulu lui attribuer d'autres pouvoirs qui sont les pouvoirs du DG. Oui. Non, je pense que, vous savez, généralement quand les gens agissent comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Heureusement que nous avons l'IGF qui... Mais l'IGF en train de soutenir aussi Marcella. Qui veille au grain. Madame, j'insiste en disant, moi mon point de vue dans tout cela, madame, au nom de l'UDPS, je dis, on ne négocie pas les thèmes de la loi. La loi, on doit l'exécuter. Et maintenant, comment résoudre quiconque est fautif, on le sanctionne. La question est gérée au niveau du ministère des tutelles. C'est le ministère de tutelle qui doit gérer. Au niveau de la primature, et en ce moment, nous attendons comment ça va, quelles sont les mesures qu'ils vont prendre. Mais là-bas, Sonatrach, c'est très très important en termes de souveraineté. Ouais. Sonatrach, vous savez, nous sommes engagés sur le terrain de combat. Et donc à l'Est là, vous savez que l'Est du Congo est approvisionné, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, et même le Katanga, ils sont approvisionnés à partir de l'extérieur. Pour que nos chars soient en action contre les ennemis, il faut du carburant. En termes de souveraineté, jusque avant que Félix Antoine Tshisekedi n'accède au pouvoir, Sonatrach n'avait pas d'argent. Tout était presque privatisé, il n'avait rien, dépendait des privés. Oui. Et maintenant, Sonatrach commence à prendre la poêle de la bête. Ça veut dire que maintenant là, Sonatrach a besoin d'être bien géré parce que c'est lui qui garde, c'est lui qui est garant des intérêts de l'État dans le domaine des hydrocarbures. Donc, cette crise doit être jugulée rapidement, vraiment rapidement, sans trop attendre. Mesdames et messieurs, prenons à présent le troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Matata Mponyo, Moïse Katumbi et Martin Fayulu, et puis également Délice Sanga, font désormais un dans l'opposition. Monsieur Blanchard Mongomba, n'est-il pas possible d'oublier la Lamuka et de créer une autre plateforme de résistance, étant donné que c'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme. Madame de Congo, la question de la Mouka, nous l'avions dit l'autre fois, c'est une question de responsabilité, c'est une question d'engagement. Nous avions souscrit à cette convention de la Mouka de manière, en tout cas, volontaire. On n'a pas été poussé, obligé par quelqu'un. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un se donne les luttes, se donne le plaisir de nous auto-exclure ou de constater la soi-disant auto-exclusion alors que notre lutte, notre combat au sein de la Mouka continue encore parce que en tant que parti cofondateur Nouvel Élan, nous avons encore de propositions, nous avons encore des idées, nous avons encore à donner pour faire exister la Mouka. Parce qu'en réalité, la Mouka n'existe que puisque Nouvel Élan existe. Oui, la Mouka n'existe que puisque notre parti existe. Mais ceux qui pensent qu'ils pourront se servir de Nouvel Élan, plutôt de la Mouka, pour couvrir leur nullité, pour couvrir leur incapacité à travailler comme parti politique, eh bien, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous allons continuer à exister tout en étant Nouvel Élan et exister comme la Mouka. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour sauver, disent-ils, la République en danger. Katumbi, Fayulu, Sesanga et Matata disent non à la révision de la Constitution. Depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays,
article 63, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Ce quatuor de l'opposition exige la requalification du processus électoral, selon lui, chaotique. L'objectif visé est de bien sauvegarder les intérêts de la population, soutient Moïse Katumbi. Le grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Et les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. Est-ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Il faut que nous devons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. La sauvegarde des intérêts de la population, c'est ce qui les unit, a expliqué Augustin Matata Ponyo. La signature de ces documents par les 4 personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Comment pourront-ils y parvenir? Fayoulou note qu'ils vont s'oublier eux-mêmes. Ce que nous devons faire, nous Congolais, nous devons regarder ce pays que Dieu nous a donné gracieusement, pour répondre aux vœux, à l'appel de l'archevêque. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent parmi nous aujourd'hui et renaître réellement. Ce bloc politique de l'opposition projette une marche pacifique le 13 mai prochain à Kinshasa pour dire non à l'insécurité et à la vie chère. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce qui s'est passé à Lubumbashi, ce n'est qu'une surface de ce qui s'était dit en sourdine, de tout ce qui se disait en off. Ils discutaient déjà. Ces 4-3 leaders discutaient déjà. Ils se parlaient déjà. Ils se disaient comment est-ce qu'on peut maintenant cheminer ensemble. Alors, la réunion d'aujourd'hui, de Lubumbashi, c'est quoi? C'est au fait déjà une contre-offensive. Vous avez vu la déclaration, hein? Oui, c'est une contre-offensive. C'est un schéma, s'il fallait dire, en termes d'analyse, un schéma anti-Tshisekedi. Ça, on a de la vérité. Un schéma anti-Tshisekedi où ils se disent, ils ont dit la déclaration, qu'ils lisent dans la pensée de Tshisekedi, du pouvoir en place, certaines velléités, d'abord, de réviser la Constitution pour écarter certains candidats. Il y a une loi aujourd'hui qui pose problème, inscrite au niveau de l'ensemble, une proposition de loi inscrite au niveau de l'Assemblée nationale, à l'insu de la plénière. Aujourd'hui, ici, les pouvoirs en place nous a placé déjà les lits, nous a déjà fait les lits des hold-up électorales. Alors, on a vu ce courageux Congolais, je cite ici M. Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, je vois Délice Sanga, et qui se sont dit que non, voilà, prenons notre courage, mettons en place une dynamique qui va aujourd'hui, qui sera l'alternative au vrai problème des Congolais. Donc quand je dis l'alternative, c'est chaque leader a déjà pour lui peaufiner son plan, son offre politique, et je pense à des jours qui suivent, qui peuvent déjà mettre ensemble. Et la grande nouvelle là-dedans, c'est quoi? C'est qu'ils vont avancer ensemble. Ils ont déjà lancé une marche pour ce 13 mai, où ça sera une marche qui vivra dans l'ensemble de la République, dans l'ensemble du pays. Et après la marche, ils vont voir comment est-ce qu'ils vont cheminer ensemble. À Lubumbashi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Ponyo ont accusé le régime Tshisekedi de plusieurs maux, notamment le non-respect de procédures, la vie chère, l'insécurité. Ainsi, ils ont même décidé d'être dans la rue le 13 avril prochain pour dire non à tous ces mots, voilà, qui sont en train de ranger aujourd'hui la République démocratique du Congo de Obizibou. Votre réaction à chaud? D'abord, je voudrais dire que je parlais de la liberté d'association pour laquelle nous sommes battus dans ce pays. Que des Congolais se retrouvent, discutent entre eux, celui de qui a gagné. C'est ça l'état de droit que nous avons prôné. Mais parce que vous dites élection, d'abord, je constate qu'on va aller aux élections.
Moi, je prends ça pour des gesticulations, la peur des élections, en fait. La peur des élections. Vous savez qu'est-ce qui rend l'opposition forte? C'est lorsque le gouvernement n'arrive pas, lorsque la population ne se retrouve pas dans ce que fait le gouvernement. Et regardez, parce qu'on parle des marches, la Mouka a eu à effectuer des marches ici, à Kinshasa. Pour le même problème, il dit, CENI, voilà, cour constitutionnelle. Une fois, deux fois, pas d'adhésion populaire. Ça finit. On n'est plus... Non, mais ils ont fait le plan, non? On n'y est plus jamais revenu. Ils se frottent quand même la main en parlant de ces plans qui confirment que la population est avec eux. S'il vous plaît, il y a eu 2 marches et puis c'était fini, il n'y en a plus eu. Ensuite, madame, je constate que ici, c'est le schéma, l'ancien schéma de Genève qui tente de refaire. Ok. Mais Tshisekedi Félix les a battus tous, réunis. Katumbi, Katumbi, Fayoulou, Mouzito, Consort, il les a... C'est lui qui n'a pas été là, c'est peut-être monsieur... voilà, et l'homme à la cravate rouge. Mais qu'est-ce que moi je constate? Déjà, juste après ce reportage, c'est le reportage du parti de Mouzito qui s'est désolidarisé de la Mouka. De la Mouka. Et voilà cette position. Pas de la Mouka, mais de Martin Fayoulou. Parce qu'ils se disputent aujourd'hui. Voilà cette position. Je constate que Jean-Pierre Bemba, qui était avec eux jadis à Genève, il était avec nous. Je constate que, bref, quand on parle, il parle du respect de la Constitution et de la loi du pays. La CENI qui veut le contester, n'est-ce pas qu'elle a été mise sur pied de manière tripartite comme le veut la loi? Est-ce que vous avez entendu? La Constitution prévoit que, plutôt, la loi portant, d'abord la CENI, la loi portant l'organisation et fonctionnement de la CENI, prévoit que de manière tripartite, la CENI est constituée de la majorité au pouvoir, l'opposition et la société civile. Oui, mais... Est-ce que vous avez entendu? Elle a été même contestée par le couple SCC. S'il vous plaît. Ceux-là n'ont jamais voulu aller aux élections. Maintenant que nous sommes en train d'aller aux élections, à 7 mois des élections. Et lorsqu'ils parlent d'une vie chère, ils n'ont pas raison. S'il vous plaît, la vie chère n'est pas seulement chère qu'au Congo. Avec la conjoncture mondiale que vous connaissez, la vie est tellement... Que vous soyez au Sénégal, je pense que, à moins qu'on soit limité à ne suivre que ce qui se passe ici au Congo, mais avec la conjoncture mondiale, la vie est devenue chère presque partout. Même en France, partout, on se plaint. Et surtout nous qui avions une économie extravertie, qui dépend de l'extérieur. Et j'ai évoqué il n'y a pas longtemps qu'on n'avait pas prévu qu'on soit en guerre, madame. On n'avait pas prévu ça. Maintenant, nous sommes en guerre. Nous avons 3 postes frontaliers douaniers qui ne sont plus contrôlés. Ce sont des pertes d'argent. Voyez-vous, on n'a pas prévu ça. Donc, moi, je considère que le Quattro qui s'est réuni là-bas, en disant, avant qu'il n'intervienne, moi, je vous disais, madame, le respect de la loi, on ne doit pas négocier la loi et la Constitution. Je constate que la loi a prévu le délai dans lequel il faut aller aux élections. C'est 90 jours avant l'expiration du mandat chef de l'État qu'il faut aller aux élections. La loi a prévu comment la CENI doit être constituée, comment la Cour constitutionnelle doit être constituée, aussi de manière tripartite. Il y a 3 juges qui sont nommés sur l'initiative du chef de l'État lui-même, 3 juges qui sont nommés sur l'initiative mais lorsque du Parlement, déjà ils veulent les élections en 2023 et de l'autre côté ils sont en train de demander la réqualification du processus électoral, ça va tirer encore le... C'est la preuve qu'ils ne veulent pas aller aux élections exactement. Nous disons, nous allons regarder, madame. Parce que la réqualification du processus électoral va quand même prendre aussi du temps. Madame, regardez. Prenons le cas... Parce que je vous ai dit, vous disiez il n'y a pas longtemps ici, non, la justice, on arrête les gens, ils sont relâchés. Mais ce matin, Tampogno, qui, entre guillemets, on a dit qu'il a planté des maïs ici à Kinshasa, Kangalozo, pour aller récolter l'université. Mais il est devant la Cour constitutionnelle. Jadis, dans d'autres régimes, dès qu'on vous posait la question à M. Franck Diongo, posez-lui la question. Dès qu'on vous mettez devant la Cour constitutionnelle, vous êtes en prison. Directement. Franck Diongo, votre opposant. Mais lui, il a l'occasion de se promener jusqu'à Lumumbashi. Mais c'est cette même justice-là qui va trancher les contentieux électoraux, madame. La même justice qui le laisse libre pendant qu'il a des dossiers. Mais la même justice va trancher les contentieux électoraux. J'insiste en disant, la loi est dure, mais c'est la loi. Ils vous font peur, les 4? Je vous ai déjà dit. Le président Félix Antoine Tshisekedi les a battus tous, réunis. Mais maintenant qu'ils sont devenus, ils sont même affaiblis. Mouzito n'est pas avec eux là-bas. Bemba n'est pas avec eux là-bas. Ils sont largement affaiblis. Entre-temps,
Et le président Félix Antoine Tshisekedi, à travers l'Union sacrée, a déjà ratissé large, y compris ceux qui étaient derrière l'ancien président Joseph Kabangé. Quand il est parti aux élections, ils étaient seulement avec l'UNC, donc au sein du CACH. Aujourd'hui, qu'ils ont presque la plupart des membres du Front commun pour le Congo. Je vous dis, madame, le combat est déjà terminé. Il est déjà gagné d'avance. Il est gagné d'avance. Vous n'avez qu'à voir la force que nous avons, que le chef d'État a, Union sacrée, et par rapport à ce groupe. Puisque là, madame, ça c'est la peur des élections. Ils savent qu'ils ont déjà, ils sont d'avance battus, tout simplement. Au regard des résultats que le chef de l'État aligne. Aujourd'hui, il y a des personnes qui estiment qui voient que cette coalition-là n'ira pas loin, Matata Pogno, surtout lorsqu'il s'agira, parce que tous sont des candidats à la prochaine présidentielle. Qui va accepter de soutenir l'autre? C'est une question que le peuple congolais se pose. Et si l'un de ces 4 matins, deux ou une personne d'entre les 4 décidaient de rejoindre l'Union sacrée, madame, vous allez les accueillir? D'abord, je constate que jadis, tous réunis à Genève, est-ce que vous allez les accueillir? Tous réunis à Genève, on les avait battus. Maintenant, nous sommes plus forts qu'avant Genève. Oui, mais est-ce que vous allez accueillir s'ils venaient vers vous? S'il vous plaît, l'adhésion aux idées du chef de l'État, quand quelqu'un dit qu'il adhère à la vision du chef de l'État, est-ce que au purgatoire, on refuse de repentir? Je pense non. Au purgatoire... Lors de la signature de la charte, il y a même le secrétaire général Augustin Kabouya qui avait insisté sur les pardons. Mais, madame, c'est ça que je dis. Les repentis, on les accepte si quelqu'un dit, ok, désormais je viens. Même l'adhésion à un parti politique, maman, elle est libre. Vous avez confiance à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée? S'il vous plaît, il n'est pas question de confiance. Mais il est question de quoi? Il est question, vous avez parlé de pardon, vous avez parlé de... Oui, de faire les constats. Il y a des gens qui demandent pardon, mais qui dans le fond mais effectivement, c'est dans les faits. Ouais. Ce qu'on va vivre, qui va certifier que tel a changé. C'est comme dans la religion. Quand quelqu'un est baptisé, mais il faut attendre maintenant comment il va continuer à vivre la vie. Donc, et là, on va constater qu'il a changé ou non. Vous avez un œil regardant sur ces personnes. Nous avons un œil, pas seulement sur eux. Je vous ai dit, je suis exigeant envers nous tous. Y compris envers moi-même. Oui. Merci beaucoup, madame. Messieurs, la proposition de loi Tchani continue de faire parler encore des Congolais. Lors de la messe pascale, il y a même le cardinal Fridolin Ambongo qui est revenu sur la proposition de loi Tchani. Madame, messieurs, on en parle juste après ce dossier. Et l'élimination de la fameuse proposition de loi de Tchani qui vient s'ajouter à une situation déjà très complexe. Cette proposition de loi de discrimination nous recule de plusieurs siècles. Cette proposition de loi fait l'éloge de la stigmatisation et porte les germes d'une dangereuse exclusion dont les conséquences sociales sont incalculables. Pas seulement au Canada, mais aussi ailleurs. Surtout ici au Canada, parce que nous sommes une province qui partage les frontières avec plusieurs pays. Nous sommes une province qui a toujours été hospitalière vis-à-vis de toutes les ethnies du Congo, vis-à-vis des ressortissants de plusieurs pays africains et même vis-à-vis de plusieurs races. Exclure et empêcher certaines personnes d'assumer des responsabilités dans ce pays à cause de quelque chose qui n'ont pas choisi est une absurdité. Personne ne choisit d'être homme ou femme. Personne ne choisit d'être fils ou fille de telle ou telle autre personne. C'est une évidence. Nous sommes surpris de l'être solution. Et donc, on a des individus
à cause de cette vérité naturelle, cette conclusion est une absolue. Le seul fait d'inscrire cette proposition de loi au menu d'une saison de l'ensemble des agriculteurs, en plus, en pleine année électorale, est synonyme de saboter la cohésion nationale et de miner le processus électoral. Est-ce que M. Tchani, pour avoir soulevé cette question, le gouvernement doit le mettre en prison? Est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en prison? Parce que finalement, lorsque nous regardons les différentes réactions, il faut observer ceux qui réagissent. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais il faut reconnaître à M. Tchani, comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. De deux, est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire? Vous avez parlé de l'homélie du cardinal, j'étais à la messe hier, je l'ai entendu, j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là, nous sommes dans le jeu des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique, alors on dirait, et M. Tchani et M. Mwando, leur place est en prison. Alors, parce qu'on a fait le choix de la démocratie, il faut accepter que les opinions s'expriment, même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi. Et je pense que sur cette loi, il n'est même pas nécessaire que nous puissions revenir dessus, parce que je vous ai déjà répondu à propos, souvenez-vous, parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée. On veut comparer cette initiative qui est prise par un individu, qui est coutumier des prises de position, à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire. Ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. Moi, j'ai porté la loi sur les médias, vous avez suivi. C'est une loi qui est portée par un individu qui a utilisé de son droit démocratique. Ici, ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi. Monseigneur Fulgence Mouteba, l'archevêque de Lubumbashi, dont le Haut-Katanga, mais aussi le cardinal Fridolin Ambongo sont revenus sur la proposition de loi à Tchani. Et pour l'archevêque Ambongo, à la veille des élections, cette proposition de loi vient diviser le peuple congolais. Êtes-vous d'accord avec lui? Madame, d'abord, lorsqu'il y a un débat, n'attendez pas que dans une république, même dans une salle de classe, même dans votre chaîne de télévision ici, que tout le monde ait le même point de vue. C'est ça la démocratie. Ça veut dire, il n'est pas dit que lorsque quelqu'un a un point de vue différent du vôtre ou de quelqu'un d'autre, que ça devient la division. La démocratie veut dire discussion, échange d'idées, voilà. Et au nom de l'UDP, je constate que la liberté pour laquelle, dans ce pays où on nous disait tatabo, mamabo, mamamo, les gens ont été arrêtés pour avoir donné un point de vue contraire. Mais d'autres sont même morts. Nous, l'UDP, nous avons prôné un état de droit, la démocratie. Effectivement, c'est ça la démocratie. Je constate que c'est un débat tout à fait libre. On ne peut pas chercher une chose et son contraire. Nous avons voulu qu'on ait la démocratie. Qu'un Congolais se réveillent, ils réfléchissent, ils disent que voici, j'initie la loi. Monsieur Tchani, c'est un Congolais. D'ailleurs, il était candidat à la présidence. À un moment donné, là, il n'est pas de l'UDPS. Mais d'ailleurs, qu'on ait autant de partis politiques au Congo, qu'on ait autant de leaders, même vous, la pluralité médiatique, ça n'existait pas. Auparavant, on avait que la Hello Zederté à l'époque, la chaîne de l'État, je pense, Elima Oussalong, c'était fini. Mais maintenant, là, la démocratie a voulu qu'on ait le pluralisme syndical, le pluralisme médiatique. Et voilà, nous sommes là. Donc, moi, je constate que
il n'y a pas longtemps, le pape était ici à Kinshasa. Il a eu une réunion avec les prélats. Il a eu à leur parler. Notamment, il avait insisté sur le fait qu'on ne devait pas faire les affaires dans l'église. Il a eu à insister. Oui, le pape l'avait dit. Il a eu à parler aux politiques, il a parlé aux prélats, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que faut-il retenir? En démocratie, il n'y a pas de magister dixit. Sur la chair, lorsque le prélat parle, ou un pasteur prêche, c'est brebis, c'est amen. Mais la démocratie, ce n'est pas ça. Du reste, l'État est laïque. Ça veut dire, il faut laisser les institutions jouer leur part et les Congolais s'exprimer librement. Vous êtes revenu. Ça veut dire que les parlementaires, il ne faudrait pas qu'ils tombent dans le même piège des politiques qui ne veulent pas aller aux élections. Qui veulent qu'on revoie la CENI, qu'on revoie la Cour constitutionnelle pour que ça glisse. Le chef de l'État a déjà été clair, on ne glissera pas. Vous êtes revenu sur l'interpellation du pape lors de son passage en République démocratique du Congo. Est-ce que vous voulez dire que le cardinal Fridolin Ambongo et l'archevêque de Lubumbashi s'inscrivent dans un autre sens que l'interpellation du pape? J'ai comme l'impression, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils laissent les politiques faire la politique. Et eux qu'ils restent là dans les affaires des brebis. Nous avons le Parlement qui est là. Où il n'y a pas longtemps, on disait qu'on a descendu un DG, nommé par le chef de l'État, non. Mais si, au nom des intérêts du peuple congolais, on a descendu cet DG là-bas, pourquoi ne pas accepter que aussi les débats aient lieu à l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution du Congo? Mais réfléchissons d'abord. La proposition de loi Tchani ne vise personne. On parle des pères et des mères, c'est sur la congolité. Mais aujourd'hui, le peuple congolais constate que les agitations viennent d'un seul camp. Madame, qui se sent mauvais ce mouche? Vous le dites, on n'a cité aucun nom. Oui, c'est une proposition qui parle des pères et des mères. C'est comme on dit à Kinshasa, mais et on accuse l'IDPS d'être derrière cette... Madame, démarche. je vous ai dit que M. Tchani, c'est notre opposant d'abord. C'est notre opposant. Il est à l'opposition. Il n'est pas de l'UDPS. Il était candidat contre les candidats UDPS. Mais donc, il a des rapprochements avec vous. Je constate qu'il ne fait qu'user de son droit tout à fait le plus légitime. C'est son droit. Le député Singhi Pouloulou. Mais comment voudrez-vous qu'on refuse à un député national, un élu du peuple? Il y a même Daniel Safou qui l'avait dit, hein, si seulement cette loi passe à 8h, à 9h, Tshisekedi ne sera plus s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce que Tshisekedi vient faire dans ce dossier? D'ailleurs, le chef de l'État... Parce que c'est vous qui êtes derrière ça. Le chef de l'État n'a-t-il pas donné son point de vue, je pense, sur je pense, RFI? Le chef de l'État a donné son point de vue sur cette initiative-là. Il a dit, la traitise, elle vient de partout. Mais ça n'empêche pas aux députés. Je disais au tout début que la loi, les initiatives, tout ce qu'on fait doit s'inscrire dans un contexte. Nous sommes dans un contexte où, ici au Congo, moi je viens de l'Est. Madame, pourquoi j'insiste pour que vous prononciez tous mes trois noms? C'est parce que je suis de Bukavu, à la frontière. Un nom peut avoir une consonance rwandaise, rapidement vous êtes rwandais. Et voilà pourquoi on a besoin qu'on sécurise l'État. Si le débat est dans ce sens-là, mais c'est au Parlement, on ne peut pas refuser au Parlement le droit de débattre. Non, la loi, elle est impersonnelle, qu'on laisse les Congolais jouir de cette liberté-là. Autour de cette proposition de loi, Adolphe Muzito a même rappelé à Moïse Katumbi qu'il ne peut pas empêcher le Parlement de se réunir et bien sûr de décider. Hein. S'il vous plaît, madame, je voudrais insister sur une chose. Madame, c'est que vous êtes, c'est que moi je suis, c'est que les caméramans et consorts, ce n'est pas nous qui avons décidé de ça. On se perd par moment lorsqu'on quitte la nature. La nature reprend ses droits toujours. Mais quoi de normal que chacun a son histoire. Pourquoi suis-je né congolais? Pourquoi êtes-vous né madame congolaise? Pourquoi tel est né béninois? Ça n'a pas dépendu ni de moi, ni de vous, ni de lui. Pourquoi ne pas suivre la voie de Dieu? Qui a voulu que vous naissiez de X, maman, X, papa? Mais c'est l'histoire. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter leur histoire?
chacun doit accepter. Nous sommes dans ce pays. Mais prenons la personne de Déobi Zibou, qui n'est pas membre de l'UDPS, qui n'est congolais de votre État. Vous, face à cette proposition de loi, madame, et dites-nous pourquoi, si vous êtes d'accord. Mon point de vue est celui-ci. Le débat doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. C'est là vous d'abord en tant qu'individu, en tant que les lois vous en tant que Congolais, si on vous demandait votre point de vue. Madame, je représente l'UDPS ici. Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS. J'amène les points de vue de l'UDPS ici. Tout le monde doit se trouver à travers moi. Difficile de répondre à cette question. Nous nous sommes battus pour un état de droit. Difficile de répondre à cette question. Le Parlement, vous êtes fiers aujourd'hui d'avoir séparé Moïse Katumbi, pardon, pas Moïse Katumbi, d'avoir séparé Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Madame, qui les a séparés? Vous, l'UDPS. Comment ça? Martin Fayoulou vous a accusé. Parce qu'il accusait Adolphe Muzito d'avoir un rapprochement avec le parti au pouvoir. Madame, est-ce que quelqu'un qui est en train de... Voilà, est-ce que il y a des preuves que, vous savez, accuser c'est très facile. Nous laissons chacun jouer. Je vous ai dit l'UDPS dans ce pays pour la liberté dans ce pays. Que chacun s'exprime librement. Même ceux-là contre qui la Cour constitutionnelle a encore des reproches. Les procès sont en cours. On se déplace. Mais c'est ça la liberté. C'est une question que vous mettez mal à l'aise. On ne va pas chercher une chose et son contraire. Vive la démocratie, madame. Jusqu'à pousser même Adolphe Muzito de traiter Fayoulou de diabolique, madame, pour lui avoir soupçonné ce rapprochement avec... Qui l'a poussé? Qui l'a poussé? Vous, parce que Adolphe Muzito a quand même répondu à Martin Fayoulou en le traitant de diabolique. Madame, je suis secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et des questions administratives de PS. Tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des affabulations. Vous savez, quand quelqu'un est en train de perdre, ce sont des pratiques, tout simplement. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, on en parle dans ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. À son arrivée au Parlement congolais, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, a été accueilli par le président de 2 chambres du Parlement, en l'occurrence Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale et Modeste Bahati du Sénat. Prenant la parole, l'hôte de la RDC est revenu sur le pourquoi de sa présence en République démocratique du Congo. Notre visite aujourd'hui en République démocratique du Congo est une des raisons de ce déplacement dès demain à Goma et Bukavu, c'est précisément de pouvoir sentir, voir directement sur le terrain les conséquences de cette situation pour les populations civiles, et c'est précisément de pouvoir porter ces préoccupations au sein du débat qui aura lieu en mai prochain au Conseil de sécurité que la Suisse aura l'honneur de présider pour la première fois. Dans son allocution, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait savoir que la visite de cette délégation suisse intervient à un moment crucial de l'histoire de la République démocratique du Congo, notamment avec la guerre dans l'est de la RDC et la tenue des élections à la fin de cette année 2023. La République démocratique du Congo et la Suisse ont une excellente relation. Nous avons bénéficié à 2 moments difficiles de l'histoire de notre pays, de la coopération fructueuse de la République suisse, des fils et des filles de votre pays. Monsieur le Président, votre pays quand même a joué un grand rôle dans l'histoire des pacifications, dans l'avènement de la paix mondiale et l'avènement de la paix, l'instauration de la sécurité dans certains pays. L'occasion était propice pour la République démocratique du Congo de formuler des demandes à la Suisse, notamment celle de développer des partenariats pour des projets de développement mutuel avantageux entre les 2 États et que la cause de la République démocratique du Congo soit défendue et entendue pour que cessent les atrocités, massacres imposés aux populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo. En réaction, ces demandes ont été bien accueillies par la délégation suisse. Militaires de défense, notre serment.
Première parade militaire du commandant 14e région militaire, le général-major Stazin Kizimou Mbuyu au camp colonel Kokolo. Courte exhortation, prière et puis l'entrée en matière. Aux côtés de ses deux adjoints et de son chef d'état-major, le commandant est revenu sur la mère des armées, la discipline. Il s'est exprimé sur l'amour de la patrie, la haine qui est à bannir dans l'armée, comme d'ailleurs les tribalismes. Le militaire s'abandonne jusqu'au sacrifice suprême pour la souveraineté de sa patrie. Le général-major a demandé aux troupes de bien respecter la loi militaire et de bien se comporter envers les civils. Kinshasa étant le siège des institutions, le vagabondage en tenue militaire et en armes sans ordre de mission est passible de peine. Il a rappelé aux hommes en uniforme de la ville de Kinshasa, y compris de 23 camps militaires de sa juridiction, de combattre le phénomène Kuluna, surtout au camp Kokolo. Il convie les militaires à éradiquer ce phénomène. Nous sommes tous appelés à sécuriser la ville-province de Kinshasa. Nous devons dénoncer toute mauvaise pratique afin que les dispositions soient prises. Nous devons aussi développer l'amour entre nous militaires pour mieux servir la patrie. Le général-major Stazin Kizimou a rappelé qu'un recensement général va être lancé pour dénicher tous les criminels, les camps n'étant pas un endroit pour les civils. C'est un lieu de repos pour les militaires. Plus de mauvaises pratiques comme héberger ou sous-loger les civils, a martelé le général-major Stazin Mbuyu. Il a promis des sanctions sévères aux récalcitrants tout en rappelant que le souci du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et celui du chef d'état-major général est que le militaire vive dans les bonnes conditions. Et c'est par un défilé que la parade s'est terminée. Cette plénière sous la houlette du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur André Mbata, a été consacrée essentiellement à l'examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi qu'à l'audition du rapport de la gestion du bureau à huis clos. Face à la représentation nationale, la ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux a fait savoir qu'en dépit de l'espoir de paix suscité par le régime Tshisekedi au lendemain de son instauration, la situation sécuritaire dans les deux provinces demeure caractérisée ces 2 derniers mois par l'activisme des éléments RDF sous couvert de leur supplétif du M23, ainsi que la recrudescence des activités d'autres groupes armés tels que les ADF, MTM, les ADF Nanou et les Codeco. À en croire Rose Mutombo, afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre les actions militaires engagées contre ces forces du mal jusqu'au rétablissement de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, il est donc important d'autoriser la prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces pour une durée de 15 jours. Une demande qui a trouvé une suite favorable dans le chef des élus nationaux. Au terme du vote, 337 sur 363 ont voté pour. Voici le résultat du vote. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 337 ont voté oui, 25 ont voté non. Un député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Notons par ailleurs que l'état de siège a été décrété sur une partie de la République démocratique du Congo par ordonnance présidentielle le 5 mars 2021 dans le souci de mettre fin à l'insécurité qui sévit depuis plus de 2 décennies dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Béo Bizibou, que peut-on retenir du passage du président suisse dans la capitale congolaise en République démocratique du Congo? Depuis un temps, on voit que le pays accueille un peu différentes personnalités, autorités qui viennent
au-delà des frontières congolaises. Heureusement que vous l'affirmez, madame, vous le constatez. Le Congo vient de très loin, il n'était plus fréquentable sur le plan diplomatique. Maintenant, le chef de l'État de la Confédération helvétique vient d'être au Congo ici. Et quand si vous avez bien suivi la conférence de presse qu'il a co-animée avec le chef de l'État, il dit dans un mois, c'est son pays, c'est la Suisse qui va présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dit être venu pour s'imprégner de la situation. C'est comme ça qu'il est allé à l'Est, il a été à Goma, voir les camps de réfugiés, et il est allé jusqu'à Bukavu. Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est un responsable qui voudrait avoir la matière, la réalité, avant de diriger le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui a attiré mon attention dans son propos, il dit le pays, la Suisse est neutre, mais la neutralité ne veut pas dire insensibilité. Il a insisté sur ça. Ça veut dire, d'abord, il faudrait dire que j'insiste sur le fait aussi qu'un chef d'État, on a vu le pape venir ici, c'est un chef d'État, on a vu Macron, on a vu. Ces hommes d'État ne se déplacent pas dans un pays insécure, dans une zone où ils ne sont pas sûrs de leur sécurité. Non, c'est-à-dire le fait qu'ils constatent que le gouvernement a le contrôle de la situation. C'est comme ça que partout où il va d'ailleurs, vous avez un membre du gouvernement qui l'accompagne. Voyez-vous. Donc, je voudrais dire que le pays est devenu sous Félix-Antoine Tshisekedi encore fréquentable. On a vu Félix-Antoine Tshisekedi aller dans plusieurs pays. On l'a taxé on l'a même appelé à un moment de beaucoup voyager. mais les dividendes, c'est exactement tout ça. Parce que le pays avait été isolé pendant très longtemps, il était éloigné des autres nations, et pour les rapprocher, ça n'a pas été facile. C'est le travail qu'a fait et qu'on a fait le chef de l'État. Donc, c'est une preuve encore que la diplomatie et le chef de l'État paye. Nous allons donc attendre. Ça paye, bien sûr. La plupart des autorités qui sont venues abordent toujours la situation sécuritaire dans la partie Est. Le pape est parti, il a quand même fait des promesses et jusqu'à ce jour, on constate que la situation sécuritaire reste toujours préoccupante. Madame, c'est là que je voudrais d'ailleurs, pour revenir au cas de nos amis qui sont réunis à Lubumbashi. Parce qu'ils disent qu'ils vont faire une marche. Le 13 ils vont faire une marche contre l'insécurité. Mais la grande insécurité, c'est le Rwanda qui l'amène dans ce pays. Pourquoi eux, ils n'en parlent pas? Donc pour eux, le Rwanda a le droit de venir ici au pays. Et c'est ça le niveau de complicité que ces hommes-là, c'est en tout cas mon avis, un certain niveau de complicité avec l'ennemi. Vous accusez le 4 d'être en complicité avec le Rwanda. Quand vous n'arrivez pas à appeler le chat par son nom, est-ce que vous pesez ce que vous êtes en train de dire et risque de vous traduire devant la justice? S'il vous plaît, j'insiste. La grande insécurité dans ce pays est amenée par le Rwanda. Donc, s'il y a une marche à faire, d'abord c'est contre le Rwanda, c'est contre la guerre nous imposée par le Rwanda. Ils ont fait dans ce pays une marche de soutien au FRDC, non? S'il vous plaît, je parle de ce qu'ils ont dit à Lubumbashi. C'est que leur discours de Lubumbashi. Donc la grande insécurité, c'est la guerre nous imposée par le Rwanda. Lorsque le chef de l'État de la Confédération helvétique insiste sur l'intégrité du territoire, en insistant sur le rapport des Nations Unies, qui a prouvé noir sur blanc que le Rwanda envoie ses troupes ici au Congo. Mais comment des Congolais de leur rang... Mais ils vont dénoncer cette insécurité lors de leur marche. S'il vous plaît. Insécurité, c'est vague. Le Koulouna et Conso, c'est autant d'insécurité. Mais dire que le pays est agressé. Que le pays est... Mais qui est ces Congolais-là dont le pays est agressé et qui va des mains molles et qui fait la langue de bois? Ah non, vous êtes Congolais, le pays est agressé, on prend position pour le pays. Et voilà. Donc, je disais que le chef de l'État fait une percée diplomatique. Voilà comment ces personnalités viennent. Et maintenant, on va voir comment ça va se jouer au niveau des Nations Unies. Jusqu'où l'état de siège doit être prorogé, parce qu'il venait encore d'être prorogé une fois de plus par la représentation nationale. Et nous avons vu que sur le 363 députés qui étaient là, 337 ont voté pour cette prorogation. D'abord, je constate que ceux qui sont mobilisés par rapport à l'état de siège sont les députés nationaux originaires de ces provinces-là. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il claquait même l'Assemblée nationale. Donc, il claquait la porte. Il siégeait les séances. Mais on n'a pas entendu ça depuis un certain temps. Est-ce que vous savez qu'il y a un rapport entre
le Rwanda et ces terroristes qui tuent. Voilà, les M23. Jusqu'à Nituri. Est-ce que vous savez que comment ça se passe? Lorsque l'état-major général doit dégarnir certaines positions à Nituri pour contenir l'avancée du M23, savez-vous que ça impacte sur la sécurité externe? On a vu même les communautés de l'Est qui demandaient la levée de l'état de siège. Absolument, mais quand vous voyez le score, quand on vient quand vous voyez le score du vote à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que le Nord Kivu et le Ituri, les députés qui sont là-dedans, ils n'ont pas craqué la porte, ils ne sont pas mal. C'est qu'ils sont en train de comprendre comment les choses évoluent. Et je voudrais insister, madame. Jusque-là, Goma n'est pas tombé. Bukavu n'est pas tombé, Uvira n'est pas tombé. Ok, les grandes villes que le Rwanda prenait en 2 semaines, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas un simple hasard. Il y a un travail qui se fait sur le plan diplomatique. Et jusqu'où, finalement, parce qu'on continue à tuer. Entre-temps, madame, je ne voudrais pas tout. Entre-temps, on travaille sur notre armée et ça viendra que l'ennemi va être bouté dehors définitivement. Et nous serons respectés dans ce pays. Avant ou après les élections? Parce que nous, on est en train d'aller aux élections et les élections, on doit y aller avec toutes les RDC. Madame, on ne dit pas tout ce qui est stratégie militaire et sécuritaire, mais sachez qu'il y a des milliers et des milliers de Congolais qui sont en train d'être formés dans différents centres d'instruction. N'oubliez pas que, quand nous disons que vie est comme il passe, n'oublions pas qu'il y a d'importantes sommes d'argent qui sont dépensées pour donner à l'armée les moyens nécessaires, la logistique pour bouter dehors l'ennemi. C'est aussi ça, madame. Deo Bizibou, madame, messieurs, c'est complètement fini. Vous avez 2 minutes pour vous adresser à cette population qui est en train de vous suivre. C'est de dire à nos populations d'être optimistes. Le chef de l'État et son gouvernement font le travail. Je le disais il n'y a pas longtemps, c'est d'abord les populations de l'Est, ils les rassurent. Au moins, nous parlons ici, sur le plan diplomatique, le travail a été fait de sorte que les M23, RDF et consorts, ils sont en train de faire semblant de se retirer, mais ils vont se retirer complètement. Les réfugiés commencent à rentrer dans leur maison progressivement. Donc le gouvernement, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, Goma, Bukavu, Uvira ne sont pas tombés par rapport à ce qui se passait dans le temps. Donc le chef de l'État et son gouvernement tiennent bon. Et l'armée est en train d'avoir les moyens pour défendre comme il se doit l'intégrité du territoire. Sur le plan social, le monde entier est secoué par la crise mondiale. À ce côté, mais tout de même, reconnaissons que le gouvernement fait un grand travail. Quand vous voyez comment ça se passe ailleurs, au Sénégal, Congo, Brésil, et surtout en Afrique, c'est un grand problème. La vie chère, elle est là. Mais, et que voulez-vous? N'eût été la guerre qui vient de vous être imposée, je pense que nous serions déjà très loin. Mais je leur demande de faire confiance au chef de l'État, en son gouvernement, et aussi faire confiance en l'UDPS, le leadership de l'UDPS, qui dirige le parti aujourd'hui pour que nous nous battions pour que la majorité qu'on va avoir en 2023 puisse être à même de permettre au chef de l'État de mettre en application à 100%. Pas de degrés divers. Le peuple d'abord légué par feu Etienne Tshisekedi de Mulumba. Deo Bizibou, secrétaire général adjoint du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux, chargé des questions politiques administratives du parti. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci pour l'invitation, madame. Merci. Merci à vous, madame, messieurs. C'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine. Je ne cesserai de le dire. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle à la chaîne haute définition. Au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Surtout, n'hésitez pas de nous contacter et de continuer toujours à nous écrire. C'est l'heure. Au revoir.